Quand le signe blanc russe surgit, les chasseurs de l'OTAN battent en retraite et l'Arctique change de visage. Dans le ciel glacé de la mer de Barents, un Tu-60-160 russe croise la route de chasseurs occidentaux. Ce qui aurait pu rester un échange routinier se transforme soudain. La tentative d'encerclement de l'Alliance se termine par une fuite désordonnée de ses pilotes. Leur repli n'est pas anodin. Il expose les failles d'une confiance occidentale persuadée de dominer le Grand Nord. Derrière chaque interception du Tu-60-160, l'OTAN affronte bien plus qu'un simple avion. Elle affronte la précision russe, son endurance logistique et son sang-froid dans des conditions extrêmes. L'incident du jour est un signal. La routine n'est qu'une façade. L'initiative, longtemps tenue pour acquise par l'Occident, glisse doucement entre les mains de Moscou. Ce n'est pas un simple duel de voltigeurs. Prendre à la légère ce renversement, c'est ignorer l'impact sur la sécurité, l'économie et la diplomatie arctique. Celui qui croit que cela ne concerne que les militaires se trompe d'époque. Il s'agit de souveraineté, de ressources et d'équilibre qui dessinent l'avenir du Nord. Pour saisir la portée de ce vol du Tu-60-160, il faut revenir sur le fil précis des événements et comprendre l'ombre portée des exercices Zapad 2025. Derrière la tension de ce face-à-face se cache une série de décisions et de signaux codés. Replongeons dans la chronologie de l'incident et le contexte des manœuvres qui l'ont rendu possible. Pour l'OTAN, chaque apparition d'un avion russe est un test de capacité, une épreuve grandeur nature. Côté Moscou, c'est une démonstration de force calculée, chaque vol pesé au trébuchet, chaque trajectoire choisie pour troubler l'adversaire. Derrière l'incident qui a bousculé la mer de Barents, il faut décrypter un contexte stratégique inédit. En septembre 2025, alors que la Russie et la Biélorussie lancent les manœuvres Zapad, tout le théâtre du Nord s'embrase. L'armée de l'air et la marine russe orchestrent une série de mouvements précis. Les chasseurs MiH-31 patrouillent avec des missiles Kinjal, pendant que des navires tirent des missiles Zircon, testant ainsi la vitesse et la portée de leur arsenal maritime. Pour mieux saisir l'importance de ce contexte, rappelons-nous d'autres moments charnières de l'histoire militaire. Par exemple, lors de la guerre froide, les vols de B-32 américains au-dessus de l'Arctique suscitaient déjà des ripostes soviétiques, chaque exercice étant perçu comme une répétition générale d'un possible affrontement. Aujourd'hui, le scénario se rejoue, mais avec des technologies bien plus avancées et une pression politique croissante sur chaque protagoniste. C'est dans cette tension que le Tu-60-160 entre en scène. Plus massif, plus rapide que tout autre, ce bombardier incarne la dissuasion. Il peut frapper presque toute l'Europe depuis les eaux internationales sans jamais violer une frontière. Sa simple trajectoire devient une forme de pression. Son ombre plane sur les radars occidentaux. À chaque envol de ces signes blancs, l'OTAN déclenche ses alertes. Chasseurs décollent, radars scrutent, état-major calcule. Ce qui paraît une routine n'est qu'un masque. La tension grimpe, l'incertitude s'installe. Car l'OTAN ne jauge plus la Russie. Elle s'évalue elle-même, cherchant la faille ou la preuve de sa résilience. Un peu comme lors des patrouilles de sous-marins nucléaires dans les années 70, où chaque mouvement d'un navire soviétique dans l'Atlantique forçait l'OTAN à redéployer des moyens colossaux, la présence régulière de ces bombardiers russes crée de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes défensives et surtout une nervosité croissante au sein des états-majors occidentaux. Sous-estimer le Tu-60-160, c'est ignorer l'évolution de la dissuasion russe. Ce bombardier révèle les points faibles occidentaux, force à l'aveu de chaque faille et impose un jeu psychologique où la pression ne cesse de croître. L'incident de la mer de Barents n'est donc pas un accident isolé. Il marque le début d'une séquence où chaque vol russe redéfinit subtilement les règles du jeu arctique. Sur le papier, l'embuscade de l'OTAN devait marquer les esprits. Pourtant, dans le ciel arctique, c'est la maîtrise russe qui s'impose, froide et mesurée. Tout commence au-dessus des eaux internationales. Le Tu-60-160 progresse insensible à la tension qui monte, protégé par ses contrôleurs au sol. Ce bombardier stratégique n'est pas un inconnu sur ces latitudes, mais aujourd'hui quelque chose a changé. Le dispositif occidental est impressionnant. F-35 à la pointe de la technologie, F-16 toujours présent, Typhoon en relais. L'opération vise à surprendre le géant russe par une approche inédite, en tentant de l'encercler via la fameuse zone morte, là où radars et regards échouent souvent. Prenons un exemple concret. Lors d'un exercice similaire en mer du Nord en 2018, des avions britanniques avaient tenté d'intercepter un Tu-98. La manœuvre avait été compliquée par une météo capricieuse, illustrant combien chaque interception dans ces latitudes exigeant une coordination parfaite. Cette fois-ci,
L'OTAN pensait avoir affiné sa tactique, mais la réalité allait la rattraper. Mais très vite, la tactique occidentale révèle ses failles. Les règles d'engagement sont strictes, aucune provocation, aucun contact risqué, la peur d'un incident nucléaire plane. Chaque manœuvre est lestée par la crainte d'une collision fatale avec un appareil stratégique. Face à eux, les Russes ne scillent pas. Le Tu-60-160 ne dévie pas mais modifie discrètement son altitude. Cette variation minime suffit à neutraliser toute tentative d'encerclement. Les pilotes de l'OTAN comprennent qu'ils ont été repérés dès le début, leur plan disséqué à distance. Un autre facteur vient tout bouleverser. La simple rumeur d'un MiH-31 dans la région suffit à refroidir les ardeurs. La réputation de cet intercepteur, capable d'arriver en quelques minutes et de changer l'équilibre, pèse lourd dans chaque cockpit. On peut comparer cette tension à celle des rencontres aériennes lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. À l'époque, un simple changement d'altitude ou une mauvaise interprétation d'un signal radio suffisait à faire basculer la situation dans l'escalade. Aujourd'hui, avec des avions capables de frapper à des milliers de kilomètres, la prudence est poussée à l'extrême. Au bilan, la tension reste palpable. Les pilotes occidentaux, lucides, choisissent la prudence et se retirent, préférant éviter l'incident qui pourrait embraser la région. La démonstration de force tourne court, l'avantage psychologique reste russe. Pour l'OTAN, chaque repli ébranle un peu plus la confiance interne. Sous-estimer la préparation de l'adversaire, c'est risquer d'accumuler les échecs. Dans chaque confrontation, l'équilibre des puissances se redessine et la crédibilité du bloc chancelle. Mais ce repli n'est pas sans conséquences. Dans les coulisses, analystes et stratèges de l'OTAN cherchent déjà à comprendre comment reprendre l'initiative avant que le doute ne s'installe durablement. Derrière chaque cliché d'un Tu-60-160 escorté par des chasseurs, il se joue bien plus qu'un duel aérien. C'est une bataille invisible de récits, et de milliards. À chaque interception, l'OTAN diffuse images et bilans chiffrés pour convaincre Berlin, Londres, Oslo ou Washington d'augmenter budget et effectifs. Chaque incident devient un argument pour réclamer plus d'avions et de radars, plus de crédits pour défendre le flanc nord, toujours plus menacé, toujours plus coûteux. Mais Moscou orchestre sa propre narration. Les équipages russes font preuve d'un calme presque glacial, strictement professionnel, aucune provocation apparente, seulement la routine d'un vol parfaitement maîtrisé. Ce flegme alimente une image de puissance tranquille, difficile à attaquer sur le terrain médiatique. Derrière la façade, chaque interception grève les finances occidentales. Dès que le Tu-60-160 apparaît dans le ciel arctique, l'OTAN doit mobiliser des équipages, lancer des appareils, brûler des tonnes de carburant. L'usure des avions s'accumule, la disponibilité des forces diminue et le dispositif nordique s'érode à petit feu. Pour illustrer ce coup, rappelons le cas des patrouilles maritimes américaines durant la guerre froide. Chaque sortie d'un sous-marin soviétique obligerait les États-Unis à mobiliser des dizaines de navires et d'avions pour le traquer parfois pendant des semaines. Aujourd'hui, ce sont des chasseurs qui, à chaque apparition d'un Tu-60-160, doivent affronter la rudesse du climat arctique et la pression constante d'un affrontement possible. La Russie exploite parfaitement ce déséquilibre. En multipliant les vols, elle oblige l'OTAN à disperser ses moyens, à s'épuiser sans livrer bataille. Ce n'est plus une question de supériorité aérienne, mais un bras de fer logistique où l'Occident s'essouffle plus vite que Moscou. La géographie n'arrange rien. Dans le Grand Nord, les distances sont abyssales. Rares sont les bases, la météo s'acharne. Chaque mission se transforme en casse-tête. Ravitailler, maintenir l'alerte, coordonner les équipes, tout devient plus complexe que dans l'Europe tempérée. Un exemple concret, lors d'une mission en 2022, des F-35 norvégiens ont dû détourner leur route jusqu'à une base écossaise pour s'abriter d'une tempête de neige, allongeant considérablement leur temps de réaction. La logistique arctique n'est pas une simple question de carburant, mais de survie et de préparation extrême. Cet incident n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, celui de Zapad 2025, où la Russie teste non seulement ses réflexes, mais sa capacité à mener des actions coordonnées, à éroder la posture occidentale sur fond de tensions croissantes. L'enjeu est là, tant que l'OTAN traite ces interceptions comme de simples routines, elle investit lourdement, pour un résultat de plus en plus incertain. La sécurité du flanc nord, déjà précaire, menace de s'effondrer si cette logique n'est pas remise en question rapidement. Mais derrière l'écran radar et les discours officiels, une autre guerre s'installe, plus discrète et plus corrosive. C'est celle du temps, de l'usure et de la fatigue, une épreuve dont le vainqueur ne se révélera qu'à long terme. Dans l'Arctique, la force n'est jamais qu'une question de chiffres.
Ici, tout repose sur la discrète maîtrise du terrain, la patience et la préparation invisible. À chaque passage du TU 60-160, la Russie pratique une diplomatie muette. L'avion trace sa route dans le silence polaire, rappelant à tous que ce ciel lui appartient, sans jamais franchir la ligne rouge d'un incident international. Pourtant, chaque mission reste d'une rigueur absolue. Les équipages russes respectent à la lettre les normes internationales, montrer la puissance, mais éviter toute provocation. Car dans ce théâtre, la moindre erreur pourrait faire jaillir la crise. Mais le Nord ne pardonne rien. Météo brutale, radar brouillé, distance démesurée, chaque seconde multiplie les risques d'erreur. C'est pourquoi la discipline est so vitale. Ici, chaque décision est pesée, chaque manœuvre calculée. Du côté de l'OTAN, chaque interception s'avère coûteuse. Escorter le bombardier n'offre qu'une victoire passagère. Le ciel reste insaisissable, la domination toujours remise en cause. La Russie, elle, s'appuie sur la répétition, la logistique et l'endurance. Les itinéraires sont rodés, les équipages alternés, le rythme implacable. L'OTAN n'a d'autre choix que de suivre, au risque de s'épuiser. Pour illustrer cette endurance, on pourrait faire le parallèle avec les courses de fond. Ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent, mais ceux qui savent doser leur effort, anticiper les obstacles et s'adapter au terrain. Dans l'Arctique, chaque mission devient une épreuve d'endurance où la préparation l'emporte sur la technologie brute. Celui qui impose le tempo façonne les règles. Dans l'Arctique, la surprise appartient à celui qui connaît chaque recoin, pas à l'intrus. La routine russe devient une arme d'usure redoutable. Refuser d'adapter doctrines et investissements, c'est céder peu à peu l'influence dans l'Arctique. À terme, cela signifie perdre l'accès aux ressources, aux routes maritimes et à la crédibilité politique. Maîtriser l'Arctique ne s'improvise pas. Ici, l'endurance et la prévoyance l'emportent toujours sur le spectaculaire. L'incident récent n'est donc qu'un symptôme. Au nord, la partie d'échec stratégique vient de changer de rythme, et ceux qui n'entendent pas ce nouveau tempo risquent de rester sur la touche. Dans le ciel arctique, l'arrogance est un piège. Seule l'endurance, l'expérience et la stratégie forgent les véritables maîtres des glaces. L'incident récent envoie un signal glaçant à l'Europe. Supposer par habitude que le flanc nord lui appartient relève désormais de la fiction dangereuse. Le temps où l'OTAN imposait ses règles sur la banquise s'estompe. Chaque manœuvre devient aujourd'hui un pari risqué face à un adversaire qui connaît les routines, les faiblesses, le terrain. Pour prendre un exemple historique, souvenons-nous du coup de Prague de 1968. Une intervention rapide, planifiée et maîtrisée qui a surpris la communauté occidentale. Dans l'Arctique, la Russie reproduit cette maîtrise de la surprise stratégique sans franchir les lignes rouges, mais en imposant sa volonté par la répétition et la pression constante. Le TU 60-160, dans son silence de prédateur, a redéfini la victoire. Ce n'est plus l'audace ni le spectacle qui priment, mais la préparation méticuleuse, l'anticipation et la lecture des codes invisibles de l'Arctique. Ici, l'expérience russe pèse plus lourd que les certitudes occidentales. L'OTAN n'a pas perdu une bataille, mais quelque chose de plus subtil, l'initiative. Chaque interception devient pour ses pilotes un test nerveux, où la moindre erreur coûte de la crédibilité stratégique. Face à des équipages aguerris et une logistique sans faille, la réaction occidentale paraît hésitante, révélant des failles que Moscou exploite sans remords. Le vrai danger n'est pas l'incident isolé, mais la perte progressive de position et d'influence sur des routes et ressources vitales. Ignorer ce déplacement du rapport de force, c'est risquer de devenir spectateur dans une région où se joue l'avenir énergétique, économique et politique de l'Europe. Pour éviter ce scénario, l'OTAN doit mener une introspection profonde. Premièrement, renforcer la formation des équipages à la guerre en environnement arctique, en s'inspirant des méthodes scandinaves, où la résistance au froid et l'autonomie sur de longues distances sont des priorités. Deuxièmement, revoir la chaîne logistique. Multiplier les stocks de pièces de rechange, d'avitaillement et de carburant dans les bases nordiques, pour éviter d'être pris au dépourvu lors d'une crise majeure. Troisièmement, investir dans des radars spécialisés pour les hautes latitudes, capables de distinguer un appareil russe d'un simple écho-météo, même en cas de tempête magnétique. Enfin, coopérer plus étroitement avec le Canada, la Norvège et l'Islande pour mutualiser les moyens de surveillance et d'intervention. Ceux qui observent comprennent que la partie ne fait que commencer. L'Europe saura-t-elle adapter sa stratégie à ces nouveaux codes ou assiste-t-on au début d'un recul difficilement réversible ? Dans le Nord, aucune erreur n'est jamais oubliée. Ici, la moindre supposition ouvre une faille. Qui saura anticiper la prochaine page de ce jeu d'échecs polaires ?
L'histoire récente nous enseigne que dans les contrées extrêmes, l'improvisation est rarement récompensée. Ceux qui survivent et prospèrent sont ceux qui, à l'image de l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen, préparent de chaque détail, anticipent de chaque imprévu et ne sous-estiment jamais l'adversaire ni l'environnement. Dans ce duel silencieux, la Russie impose une leçon de patience et de résilience. L'OTAN, si elle veut préserver sa crédibilité et sa sécurité, doit se réinventer, repenser ses priorités et reconnaître que la maîtrise du Grand Nord ne s'improvise jamais. À la lumière de cet incident, il devient évident que l'avenir de l'Arctique ne se jouera pas dans les communiqués de presse, mais dans l'endurance, la préparation et la capacité à surprendre l'adversaire sur son propre terrain. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais de volonté, d'adaptation et de lecture fine du jeu géopolitique. Qui saura demain imposer ses règles sur la banquise? Qui saura faire la différence entre routine et rupture? La partie d'échecs continue. À chaque passage du signe blanc, le nord se redessine, et ceux qui n'entendent pas le changement de tempo risquent bien d'être relégués à l'arrière-plan de l'histoire.